on a parlé de la santé physique, on a parlé de la mémoire. L'idée, c'est d'aborder cette dernière partie avec Jérôme. Donc Jérôme est psychiatre à Nice et il a un parcours de sportif de haut niveau dans différentes disciplines. La dernière est celle que nous allons vous présenter. Même, je vais te laisser le dire, que tu es champion du monde de traction sur barre fixe. Donc, on va pas lui demander encore tout de suite de montrer ses exploits. En tout cas, on va vous les faire visionner. Bien, ben merci pour cette invitation. Oui, on peut l'applaudir aussi. Vous avez vu, hein, c'est un film qui serait presque digne de Marvel. Hein, c'est le film qui a été fait par la Fédération mondiale donc, de traction sur barre fixe. Donc, aujourd'hui, on m'a proposé d'aborder avec vous justement la notion de sport et la notion justement de sport, d'activité physique et surtout le lien qu'il peut y avoir avec le bien-être psychique. Parce qu'on l'a vu, le sport c'est bon pour la santé. Désolé, je me mets comme ça pour y voir, sinon je n'y vois pas. Mais voilà, on l'a vu, le sport c'est bon pour la santé physique, le sport c'est bon pour la santé biologique, le sport c'est bon aussi pour la santé psychique. Alors en fait, si on reprend un petit peu les choses, on s'aperçoit que même le concept de santé mentale a évolué ces dernières années. C'est-à-dire qu'auparavant, on disait que quelqu'un en bonne santé mentale, c'était quelqu'un qui n'avait pas de troubles mentaux. Alors pourquoi pas ?
Mais on s'est aperçu que c'était un concept qui était assez réducteur. Parce que finalement, vers la fin des années 80, on s'est intéressé plus à une dynamique de continuum de la santé mentale. C'est-à-dire que globalement, l'absence de troubles mentaux n'implique pas une santé mentale optimale. En gros, c'est pas parce que vous n'êtes pas dépressif, que vous n'êtes pas schizophrène, que vous n'êtes pas anxieux, pathologique, que vous êtes bien dans votre tête, en quelque sorte. À côté de ça, la présence de troubles mentaux ne signifie pas nécessairement une santé mentale faible. On peut le voir, beaucoup de sportifs, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'acteurs parlent de leurs troubles mentaux. Est-ce que ça veut dire que, dans ce cas-là, ils ont un problème spécifique dans leur vie au quotidien? Pas nécessairement. Et tout état inférieur à une santé mentale optimale est associé à un niveau de fonctionnement réduit, que la personne souffre ou non de troubles mentaux. C'est-à-dire que globalement, ce qui va nous intéresser, nous, en tant que praticiens, psychologues, psychiatres, c'est plus aujourd'hui une notion de qualité de vie. C'est-à-dire qu'en gros, on peut très bien avoir des troubles mentaux et avoir une bonne qualité de vie, et on peut très bien ne pas avoir de troubles mentaux et avoir une qualité de vie toute pourrie. Alors, finalement, si on veut résumer un petit peu les choses, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'avant les années 80, on avait ce concept. C'est-à-dire, en gros, c'était un concept binaire. Tu as des troubles mentaux, tu es pas bien. Tu as une bonne santé mentale, tout va bien. Alors, vous imaginez quand même que c'est quelque chose d'assez culpabilisant. C'est-à-dire que, globalement, vous n'avez pas de pathologie. Donc, en gros, vous avez tout pour être heureux. Tout va bien. Et comment? Et à côté de ça, vous êtes malheureux, vous êtes anxieux. Donc non seulement c'est la double peine, hein, non seulement vous n'avez pas de pathologie, en plus de ça, vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Donc finalement, depuis 2001, la définition adoptée par l'OMS abonde dans le sens d'une conception holistique, c'est-à-dire globale, de la santé mentale, et ça définit celle-ci comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. C'est-à-dire que globalement, ça rejoint un peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une bonne santé mentale en ayant des troubles mentaux, on peut très bien avoir une mauvaise santé mentale sans troubles mentaux, et bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une bonne santé mentale sans troubles mentaux. Alors, finalement, on s'aperçoit, lorsqu'on s'intéresse à la pathologie psychique, qu'elle est souvent associée à un concept de sédentarité. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui souffre de pathologies psychotiques, on s'est aperçu que quelqu'un qui souffre d'un trouble mental a tendance à adopter un comportement sédentaire. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus et qui ont prouvé que, alors là c'était essentiellement dans la dépression, mais on s'est aperçu que quelqu'un qui souffre de dépression passe 8 heures de plus par semaine dans une position assise ou couchée que quelqu'un qui n'est pas dépressif. Et d'ailleurs, c'est tout un concept qui est utilisé en thérapie, donc on parlait de thérapie cognitivo-comportementale, et qui s'appelle l'activation comportementale. L'activation comportementale, donc on utilise en thérapie cognitivo-comportementale, c'est proposer au patient une sorte d'agenda d'activité, où l'objectif, comme dirait l'autre, c'est pas d'atteindre l'objectif, mais c'est de faire le voyage. C'est-à-dire que le but, c'est de se mettre en mouvement. C'est-à-dire que quelqu'un qui court, alors bien sûr pas du tout à ton niveau, mais j'ai des patients qui effectivement aiment le jogging. Bon, moi j'ai le cabinet sur le port de Nice, et donc j'ai des patients, on voit avec eux dans le cadre de la thérapie comportementale et cognitive et dans le cadre de l'activation comportementale, on voit avec eux pour fixer un objectif. Donc par exemple, on va dire... habituellement, je cours, je fais des marathons, etc. Donc on va essayer de voir avec lui pour que, déjà dans un premier temps, il se mette à courir du port jusqu'à l'aéroport. Problème, c'est qu'au bout de 1 kilomètre, il n'en peut plus, il est fatigué, il en a marre, il revient. Et globalement, je sors les pompons un peu comme font les pom-pom girls, et je le félicite. C'est ce qu'on appelle du renforcement positif. Mais c'est pas juste pour le féliciter, je le félicite parce que il est tout à fait dans la dynamique d'activation comportementale, parce qu'il s'est remis en mouvement. C'est ça l'objectif. Et donc on s'aperçoit, on disait tout à l'heure que c'est bon pour la santé, mais c'est même un objectif thérapeutique, le fait de se remettre en action.
Et d'ailleurs, comme on le disait, nos autorités commencent à s'y intéresser, puisque maintenant, vous l'avez vu, le sport peut être prescrit sur ordonnance. Alors, les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. On a parlé un peu justement des effets positifs sur le physique, mais sur le psychique, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, il y a eu pas mal d'études qui ont prouvé que l'activité physique prévenait la dépression et les troubles anxieux. Et même, il a été prouvé par certaines études que l'activité physique était aussi efficace que certaines approches psychothérapiques et pharmacologiques dans des épisodes dépressifs d'intensité modérée. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, quelqu'un qui souffre d'une dépression avérée, bien entendu, il faut le prendre en charge, il faut mettre en place un traitement, etc. Mais quelqu'un qui a un épisode dépressif d'intensité très modérée à légère, eh bien on s'est aperçu que c'était aussi actif qu'une psychothérapie ou que certains traitements antidépresseurs. Ça réduit le stress. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, par le biais de décharges, on m'en parlait, d'endorphines, etc. En particulier chez les personnes d'âge moyen, l'activité physique permet aussi de réduire le risque de déclin des fonctions cognitives. On en parlait tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus, mais tout ce qui va concerner l'attention, la mémoire, la concentration. Et également, alors ça, il y a des études nombreuses qui ont été faites en neuropsychologie, eh bien, on retrouve de meilleurs résultats aux tests d'habileté cognitive, c'est-à-dire des tests de mémoire, d'attention, de vitesse, de traitement de l'information. On disait tout à l'heure, c'est pas tant que les sportifs de haut niveau ont des neurones beaucoup plus actifs que les autres, mais en tout cas, on s'est aperçu que, par exemple, on en parlait tout à l'heure, chez des étudiants, il y a beaucoup plus de réussite à des concours chez les sportifs de haut niveau que ceux qui n'ont jamais fait de sport. Également, l'activité sportive permet d'améliorer les résultats scolaires, universitaires, on en parlait à l'instant, des enfants, des ados et des jeunes adultes. Pas nécessairement, uniquement, par rapport aux éléments biologiques qu'on a évoqués. Peut-être aussi, tout simplement, vis-à-vis des capacités de concentration, vis-à-vis des capacités, alors c'est un terme qui est très galvaudé actuellement, mais de pleine conscience, de pleine présence. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une activité et on y est vraiment, on y est pleinement. Ça réduit aussi le risque de développer une maladie neurodégénérative, susceptible en tout cas d'en atténuer la gravité. Donc globalement, si vous avez peur de l'Alzheimer, mettez-vous au sport, c'est important. Donc tout ce qui va être mémoire, concentration, attention. Chose importante aussi, et c'est assez à la mode en ce moment également, l'activité physique accroît le niveau de bonheur autodéclaré et réduit les niveaux de tristesse et de solitude à court et à long terme. C'est-à-dire que globalement, il existe des échelles d'évaluation qu'on va faire passer à des personnes, à des patients, et on s'est aperçu qu'il y a des échelles de bonheur qui peuvent être passées, et on s'est aperçu que globalement, quelqu'un qui fait du sport est plus heureux. Ça permet aussi de diminuer le sentiment de fatigue, ça améliore la qualité du sommeil, ça permet de réduire le risque d'insomnie. Alors bien sûr, là encore, il ne faut pas faire du sport intensif juste avant de se coucher. Mais globalement, quand on fait du sport, effectivement, on dort mieux par la suite. Ça permet aussi de renforcer l'efficacité du traitement des addictions, tout ce qui va concerner alcool, drogue, cannabis, etc. Alors pourquoi ? Déjà, ça va permettre de réduire l'envie irrésistible de consommer. En particulier, alors il y a eu des études qui ont essayé de s'intéresser à ça. Et en fait, tout à l'heure, on parlait d'endorphines. Vous savez que quand on fait du sport, on fait beaucoup d'endorphines. Les endorphines, si vous regardez au niveau moléculaire, c'est quasiment presque la même chose que la morphine. Et c'est ce qui explique d'ailleurs certaines addictions au sport, où on a retrouvé chez des marathoniens des taux d'endorphines quasiment équivalents à ceux qui se shootent à la morphine. Donc ça, c'est un autre débat, on pourra peut-être en parler. Mais globalement, le sport, en particulier le sport cardio, permet de réduire l'envie irrésistible de consommer, ce que les spécialistes appellent le craving. Ça permet d'accroître l'estime de soi. Vous n'imaginez pas, là, quand je fais un apéro avec mes potes, comme je me la joue en étant champion du monde. D'accord ? Là, l'estime de soi, elle est gonflée. C'est un signe manifeste, en général, de santé mentale et de bien-être global. Ça permet également d'aider au traitement des troubles des conduites alimentaires. Alors je mets bien aider au traitement.
Parce que parfois, ça peut être aussi un critère négatif dans certains troubles des conduites alimentaires. Vous avez sans doute entendu parler de la bigorexie, d'accord, ou de l'orthorexie. D'accord, ce sont des personnes qui effectivement mangent exactement ce qu'il faut, le nombre de calories, etc. Si par hasard elles mangent une glace, elles vont faire beaucoup plus de sport derrière. Là, effectivement, ça relève vraiment du traitement psy pour le coup. Mais globalement, par rapport au traitement des troubles des conduites alimentaires et en particulier de la boulimie, eh ben, on s'est aperçu que certains programmes sportifs permettaient d'améliorer les choses. Également, ça aide au traitement de la douleur chronique. Alors bien sûr, si c'est adapté aux aptitudes physiques. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais sur ces 10 dernières années, mes collègues rhumatologues ont complètement retourné leur veste. D'accord ? C'est-à-dire que globalement, avant, quand on avait mal au dos, qu'est-ce qu'on vous disait ? Moi j'ai appris ça dans les bouquins. Coucher au lit 8 jours sur une surface dure. La première chose qu'ils disent aujourd'hui, vous avez mal au dos, bougez-vous. Donc c'est quelque chose de très important. Également, ça permet d'aider au traitement du trouble de stress post-traumatique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a 2-3 ans, il y a eu une grande étude à laquelle j'avais eu le plaisir de participer, parce qu'en parallèle, j'adore aussi la plongée sous-marine. Et donc, nous avons fait une étude avec le centre Hyperbar de Marseille, avec le docteur Mathieu Coulange, sur les patients qui avaient été traumatisés au Bataclan. Les survivants du Bataclan. Et donc, alors moi, malheureusement, j'étais pas du voyage, mais Mathieu les a amenés en Guadeloupe. Et donc, il y a eu 2 populations de patients. Une population de patients qui faisaient des activités, mais rien de sportif, plage, tranquille, etc. Ils se baladaient. Et puis, une population de patients, pour le coup, qui faisaient des activités sportives, et en particulier orientées sur la plongée sous-marine. Et on s'est aperçu que, effectivement, les patients qui participaient à ces activités avaient une amélioration notable de l'état de stress post-traumatique. Également, dans le cas de la schizophrénie, alors là encore, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça va pas traiter la schizophrénie, mais par contre, vous savez que les personnes qui souffrent de schizophrénie, ce sont des personnes qui sont envahies d'éléments délirants en général. Eh bien, l'activité sportive leur permet de se centrer sur une activité, de centrer leur présence, de centrer leur concentration sur un mouvement, sur une technique, sur une stratégie. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait une diminution de l'intensité des délires chez des personnes qui faisaient du sport, et là encore, du sport plutôt cardio. Et également, amélioration au niveau de la dysmorphophobie. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous savez que les médecins, ils adorent utiliser des termes qui sont les seuls à comprendre. La dysmorphophobie, c'est une mauvaise image de son corps. D'accord ? Vous savez, il y a eu des études sérieuses qui ont été faites et qui ont été reprises dans des émissions de télé-réalité. Alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, parce que je ne suis pas fan, mais j'ai vu passer ça au zapping, où en fait, c'était des relookings de personnes. Et donc, pendant Belle toute nue, tiens, elle s'appelait cette émission, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc, dans Belle toute nue, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une dizaine de femmes qui classaient de la plus maigre à la plus grosse. Et la personne devait dire où elle se situait au niveau poids, ou en tout cas au niveau morphologie. Et dans 100% des cas, la personne se situait à 3 ou 4 cases en plus, bien sûr, au niveau du poids, parce que concrètement, quand on se regarde dans la glace, on se voit toujours un peu trop gros de ci, trop gros de ça, etc. Et bien on s'est aperçu que dans le cadre d'une activité sportive, il y avait une amélioration concernant cette façon de voir son corps et de considérer son corps. Alors finalement, pourquoi l'activité physique procure ces avantages ? Alors déjà, on en parlait, on ne va pas y revenir, il y a des effets psychophysiologiques avec production d'endorphines et d'endocannabinoïdes. Les endocannabinoïdes, ce sont des substances qu'on va produire et vous avez vu le nom, donc ça agit effectivement en détendant, en apaisant, etc. Mais ce sont des substances, que ce soit les endorphines ou les endocannabinoïdes, qui peuvent procurer une certaine dépendance. Donc attention là aussi à l'addiction au sport. Vous savez la différence entre le plaisir et l'addiction ? Dans l'addiction, il y a perte de plaisir. C'est-à-dire que globalement, on ne fait plus le sport par plaisir, on fait le sport par obligation. Donc voilà, c'est un point important. Donc, notion de détente, de plaisir, d'atténuation de la douleur et réduction aussi du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress.
Et hormone du stress, vous savez que quand on fabrique trop de cortisol, le cortisol a un effet aussi sur les défenses immunitaires. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux sportifs de haut niveau et qui me disaient systématiquement, la semaine avant la compétition, je ne comprends pas, j'ai toujours des ennuis de santé. Alors, rien de grave, hein. L'angine, la carie, le mal de ci, le mal de ça. Ben, en fait, c'est tout simplement parce que comme ils sont à fond dans le cortisol, ben, quelque part, ils ont une baisse des défenses immunitaires et dès qu'il y a un virus qui passe, ça pose problème. La seule carie de ma vie que j'ai eue, c'est lors du concours de première année de médecine. Les effets psychologiques, on en parlait, ça renforce l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Ça interrompt aussi le fil de pensée négative. En thérapie, on parle souvent de pensée intrusive, de pensée toxique, de pensée automatique. Ben ça, effectivement, hein, dans tes courses, tu ne peux pas te permettre, quand tu cours 46 heures, de penser « Tiens, j'ai pas rempli ma fiche d'impôt, il faut que j'aille chercher ma voiture à la réparation, etc. etc. » Tu es obligé de rester focus sur l'activité. Donc ça, c'est un point important aussi. Ça permet aussi d'avoir des effets sociaux, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un réseau social aussi plus étendu, qu'on fasse du sport en équipe, etc. Des relations souvent plus solides avec les amis et la famille, quand on partage une épreuve, quand on partage quelque chose. J'ai des amis qui, pour le coup, participent à l'Ironman. Ben voilà, ils sont toujours ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils vont manger ensemble. Enfin, ils mangent pas beaucoup, mais voilà, ils font des choses, ils boivent pas. Mais bon, globalement, ils sont dans cette dynamique. Ça permet donc, comme on disait, des interactions régulières directes de l'exercice en groupe. Donc, ça améliore l'humeur et donc ça aide à prévenir la dépression, toujours pareil, par un tissu social qui se crée. Et puis, donc on en parlait, des effets neurobiologiques avec production de certains messagers qu'on a dans le cerveau, qu'on appelle des neurotransmetteurs, en particulier la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de l'humeur, de l'anxiété, c'est-à-dire que quand la sérotonine est bien, on a meilleure morale et on est moins anxieux. Très schématique, mais c'est un peu ça. Augmentation, on en parlait à l'instant, de la circulation sanguine cérébrale. On se retrouve avec un fonctionnement cérébral optimisé. Augmentation aussi de la taille de certaines régions du cerveau, en particulier l'hippocampe. Donc, est-ce que les sportifs sont plus intelligents à voir? Mais en tout cas, au niveau structurel, il y a des différences. Donc, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, on a essayé, tous autant que nous sommes, et on vous propose effectivement de répondre à vos questions avec grand plaisir, on a essayé de vous proposer un petit panel, c'est-à-dire de voir un petit peu tous les bénéfices du sport, à la fois sur une dynamique cellulaire, à la fois sur une dynamique physique, et à la fois sur une dynamique psychologique. Et je vous laisse sur ces citations, et je vous remercie pour votre attention.